Bonjour tout le monde. Pour cette version podcast audio de notre grande analyse du jour, on a une mission assez particulière, Ouais, une mission vraiment fascinante, et même un peu vertigineuse en fait. carrément. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer une série de documents financiers récents et surtout une enquête vraiment explosive qui a été publiée là en ce mois de mars 2026 par Block News. Mhm. Et le but de cette exploration, c'est de comprendre comment un géant culturel français a pu s'effondrer de manière aussi spectaculaire. On parle bien sûr d'Ubisoft. Le fameux troisième éditeur européen. Exactement. On part d'un véritable trésor national, en fait. C'est un peu l'équivalent d'un Airbus ou d'un LVMH, mais pour le numérique. Et cette entreprise est passée d'une valorisation de 6 milliards d'euros à un groupe qui aujourd'hui est littéralement au bord du gouffre. Et c'est une chute libre qui s'est faite en très peu de temps, c'est ça qui est choquant. Bah oui, c'est fou. Pour vraiment saisir l'ampleur du désastre, imaginons un instant un studio hollywoodien légendaire. Le genre de studio qui a redéfini le cinéma d'action pendant, disons, 20 ans, qui emploie les meilleurs talents de la planète avec des franchises qui génèrent des milliards. Jusque-là, tout va bien. Ouais, sauf que du jour au lendemain, la machine s'enraye complètement. Le studio ne sort plus que des échecs commerciaux énormes, il perd 90% de sa valeur en bourse. Et le pire, c'est la crise interne. Voilà, les propres acteurs et réalisateurs du studio se mettent en grève et exigent que le grand patron historique fasse ses cartons. Et ce scénario catastrophe, c'est pas du cinéma, c'est la stricte réalité de ce que vit Ubisoft en ce moment. C'est ça. Et je crois qu'il faut préciser que l'enjeu de ce dossier, il dépasse de loin le petit monde du jeu vidéo. Ah ouais, tu dirais que ça touche à quoi d'autre? On est vraiment face à une étude de cas magistrale sur ce qui se passe quand l'innovation se fige. C'est une leçon sur la paralysie bureaucratique qui s'installe quand une structure grandit beaucoup trop vite. Et puis, il y a aussi cette énorme question de la souveraineté technologique. C'est clair. Quiconque s'intéresse à la façon dont les grands empires s'effondrent de l'intérieur va trouver ici des leçons vraiment cruciales. Bon, alors, pour bien comprendre la violence du choc de ce début d'année 2026, je pense qu'il faut d'abord regarder la hauteur depuis laquelle ils sont tombés. Parce que l'histoire d'origine, elle est géniale en fait. L'histoire bretonne, ouais. Ouais. On est en 1986 à Carentoire, c'est un tout petit village breton de 1600 habitants. Et là, on a 5 frères, la famille Guimau, dont Yves, qui est le PDG actuel, qui décide de monter une petite société de vente de cassettes par correspondance. C'est fou quand on y pense. Mais grave, on est à des années-lumière des méga-productions mondialisées de maintenant, et pourtant ça va grossir à une vitesse hallucinante. En fait, cette ascension, elle s'explique parce que tout début, ils avaient cette capacité géniale à anticiper la technologie. Ils sont vite passés de la distribution à la création pure. Avec des gros succès très vite, non? Ouais. Dans les années 90, ils imposent une vraie identité visuelle, avec des jeux comme Rayman. Mais la vraie révolution, le tournant industriel, c'est 2007. Ah, la sortie du premier Assassin's Creed. Exactement. Là, ils font pas juste sortir un jeu, ils créent une formule entière, le fameux jeu d'action-aventure en monde ouvert. On a une liberté de mouvement qu'on n'avait jamais vue, avec le parcours, et des reconstitutions historiques d'une précision de dingue. Et cette formule devient un standard absolu dans toute l'industrie, ce qui les amène à leur apogée autour de 2018. Là, les chiffres donnent vraiment le vertige. C'est l'âge d'or. C'est ça. Ubisoft en 2018, c'est 17 000 employés, 45 studios sur toute la planète, de Montréal à Singapour. Des franchises cultes comme Far Cry ou Just Dance. Et la fameuse valorisation boursière à 6 milliards. 6 milliards d'euros, ouais. Ils sont tellement puissants à ce moment-là qu'ils arrivent même à repousser une grosse tentative de rachat hostile par Vivendi. À cet instant T, ils ont l'air intouchables. Sauf que, et c'est souvent la cruauté des cycles économiques, c'est pile au moment du triomphe absolu qu'on plante les graines de la chute. Si on fait une avance rapide, jusqu'à janvier 2026, donc aujourd'hui, le réveil est glacial. Ils ont dû émettre un avertissement sur résultat pour annoncer attention, près d'1 milliard d'euros de pertes opérationnelles sur un seul exercice. 1 milliard de pertes, c'est astronomique. Ouais, et la valorisation en bourse a été divisée par 10. Ils sont tombés autour de 600 millions d'euros. Le marché ne fait pas de cadeaux avec ce genre de bilan. Mais au-delà de l'argent, c'est aussi un carnage humain et créatif, en fait. Le rapport parle de l'annulation d'un coup de 6 jeux en plein développement. Et les suppressions de postes? Ouais, près de 3000 postes supprimés depuis 2023. Des studios entiers fermés à Paris, à Berlin, à Osaka. Mais moi, il y a un truc qui m'échappe un peu là-dedans.
Vas-y. Comment une machine de 17 000 personnes, avec autant de développeurs brillants, peut s'enrayer comme ça du jour au lendemain? C'est pas juste un accident de parcours ou de la malchance. Il doit y avoir un poison plus profond dans le système, non? Ah bah c'est tout à fait ça. C'est lié à ce qu'on appelle la standardisation du risque. Quand tu as un mastodonte comme Ubisoft, la pression pour rentabiliser ces studios géants pousse les dirigeants à complètement rationaliser la création. D'accord, donc ils industrialisent la créativité. Exactement. C'est pas de la malchance, c'est une succession de décisions qui visent à refaire en boucle ce qui a marché hier. Et forcément, ça finit par complètement déconnecter l'entreprise des joueurs. Ce qui nous amène à un exemple parfait de ce dysfonctionnement. C'est l'heure de faire l'autopsie du plus gros naufrage industriel de la boîte. Ah, on va parler de Skull and Bones? Skull and Bones, ouais. C'est fascinant et tragique à la fois. L'histoire commence en 2013. Ils sortent Assassin's Creed 4, Black Flag, un jeu génial avec des batailles navales que tout le monde adore. Les mécaniques de piraterie étaient super bien faites. C'est ça. Donc, l'idée de faire un jeu entier juste sur les bateaux pirates sur le papier, c'est super intelligent. Sur le papier, oui. Mais transformer une petite mécanique de jeu en une œuvre complète, ça demande une vraie vision créative. Et là, la direction n'a pas arrêté de changer de concept. Les équipes tournaient, le cahier des charges changeait tout le temps, et le projet s'est totalement enlisé. Et le pire, c'est la facture à la fin. Les sources parlent d'une sortie finale en février 2024. Ça fait donc 9 ans de développement pour un budget estimé à environ 200 millions d'euros. Un gouffre financier. Mais comment c'est possible? Si la direction voit que ce truc tourne en rond pendant 10 ans, pourquoi ils n'ont pas juste tout annulé pour limiter la casse? Pourquoi financer un mur? Ça, c'est le grand classique du biais des coûts irrécupérables. C'est couplé à une lourdeur bureaucratique. Plus tu mets d'argent et de temps dans un projet, plus c'est politiquement impossible pour un directeur de lever la main et de dire « bon, on a raté, on débranche tout ». Et ils ont même essayé de survendre le truc en inventant un terme ridicule, non? Ouais, l'appellation AAA, avec 4 A, pour faire genre que c'était encore mieux qu'un gros jeu AAA classique. Résultat, toute l'industrie s'est moquée d'eux, et ça a fait un flop tellement monumental qu'ils refusent même de donner les vrais chiffres de vente. Ouais, ce silence en dit très long. Mais au-delà de ce jeu-là, le vrai souci de fond, c'est l'usure de leur formule magique. J'aime bien utiliser cette image. Imagine qu'on va dans un immense buffet à volonté à Las Vegas. D'accord, je vois l'idée. La première fois, c'est incroyable. Il y a 500 plats, des sculptures en glace, c'est l'abondance. Mais si on est forcé d'y retourner tous les jours, au bout de 10 fois, devoir marcher 1 kilomètre juste pour prendre des macaronis, ça devient une corvée absolue. C'est exactement ce que les joueurs ont ressenti. Bah oui, Ubisoft a transformé ces mondes ouverts en énormes buffets répétitifs. On arrive sur une carte géante, on grimpe sur une tour pour dévoiler la carte, on vide un campement de bandits, on ramasse des petits objets inutiles. C'était révolutionnaire en 2007, mais là, le public n'en peut plus de ce qu'on appelle la formule avec des cases à cocher. Et cette fatigue, elle est aussi due au fait que la concurrence a évolué. Les joueurs ont vu d'autres jeux avec des narrations audacieuses, avec un peu de surprise, de la friction, Et Ubisoft a répondu comment à cette demande de nouveauté? en resserrant le contrôle tout simplement. Ils ont mis en place un système de validation hyper centralisé. Les comités éditoriaux au siège voulaient zéro risque financier, donc ils imposaient la vieille formule à tout le monde. Les créateurs sur le terrain n'avaient plus aucune liberté. Et dans l'art, refuser le risque, c'est le meilleur moyen de devenir obsolète. L'usine a étouffé l'étincelle, en gros. Ce qui nous pousse vers un point de rupture assez effrayant. Quand rien de nouveau ne marche, la direction met toute la pression sur son vieux pilier central, Assassin's Creed. C'est leur vache à lait. Ouais, mais que se passe-t-il quand cette franchise vitale devient le centre d'une gigantesque guerre culturelle mondiale, pile au moment où la boîte n'a plus un sou? C'est ce qui s'est passé avec Assassin's Creed Shadows. Ah, ce fameux lancement de 2025. C'est fascinant de voir comment une polémique externe peut finir d'achever une trésorerie en sang. Bon, essayons d'être très neutres et factuels là-dessus. Le jeu sort en mars 2025, ça se passe dans le Japon féodal, ce que tout le monde réclamait depuis des années. On a 2 personnages jouables, une shinobi du nom de Naoe et Yasuke, un samouraï d'origine africaine. Et on rappelle que Yasuke est un vrai personnage historique, arrivé au Japon en 1579 avec Nobunaga. Tout à fait. Mais dès les premières vidéos, ça a explosé. D'un côté, une partie des joueurs, dont des conservateurs et une partie du public japonais, s'est mise en colère. Ils accusaient le studio de tordre l'histoire pour forcer un agenda qu'ils qualifient de woke.
Et de l'autre côté, l'éditeur et pas mal de critiques ont défendu ce choix bec et ongle en rappelant la réalité historique du gars et en disant que la diversité, ça enrichit la narration, ce qui est aussi une forte demande de l'industrie. Et si on met l'idéologie de côté 2 secondes, pour regarder l'aspect purement business de la chose, l'impact a été cataclysmique. Aujourd'hui, la promo d'un jeu, c'est les algorithmes de YouTube, de TikTok. Et ces algorithmes adorent le clash. Ah ça, la négativité, ça fait cliquer. Ouais, donc on a eu des dizaines de milliers de vidéos toxiques qui ont saturé l'espace. Ça a créé un climat de doute tellement lourd que ça a complètement gelé les précommandes. Et les précommandes, c'est l'oxygène des éditeurs. Donc en fait, peu importe qui a raison ou tort sur le fond historique, le vrai drame structurel ici, c'est qu'une boîte qui crame 500 millions par an n'a juste plus les moyens de se mettre une partie de son public à dos. C'est exactement ça. Ils n'ont pas le temps ni l'argent pour gérer une crise pareille. Quand on a 1 milliard de pertes, chaque jeu doit être un triomphe absolu, un raz-de-marée. Là, les sources disent que les ventes ont été juste correctes. Et correct, quand on a un trou financier pareil, c'est un échec. La marge d'erreur d'Ubisoft est à 0. La moindre étincelle devient une menace de mort pour l'entreprise. Et d'ailleurs, cette pression de dingue a fini par faire imploser la boîte de l'intérieur. Ces polémiques, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, l'organisation s'effondre. Le rapport détaille un climat social qui pourrit depuis des années. On se rappelle des scandales #MeToo en 2020. Oui, ça a été une vraie onde de choc interne. Et ça n'a pas juste été un désastre d'image, ça a littéralement cassé la machine de production, non? Complètement. T'as eu le départ de dizaines de cadres et de directeurs créatifs clés, les architectes du système sont partis, et pour combler ça, la direction a encore plus donné le pouvoir aux comités éditoriaux dont on parlait. Donc encore plus de lourdeur bureaucratique? Voilà, ça a dégoûté les derniers grands talents qui ont fini par démissionner pour aller fonder des petits studios indépendants. Ils étouffaient. Et au milieu de tout ça, il y a la monétisation. Les dirigeants ont poussé des microtransactions super agressives pour faire rentrer du cash, et ils ont même essayé de forcer l'ajout de NFT dans leurs jeux en 2021. Ah oui, la fameuse tentative des NFT. Tout le monde a détesté. Tollé général. Et là, on en vient à la structure même du capital. La famille Guillemot possède une minorité de blocage d'environ 20%. Donc, ils n'ont pas toute l'entreprise, mais ils ont juste assez de part pour mettre un gros veto sur n'importe quelle décision majeure. Et Yves Guillemot est là depuis presque 30 ans. Et c'est cette longévité qui nous amène à l'explosion de février 2026. Grève nationale dans les studios français, c'est du jamais vu. Les employés demandaient pas juste de l'argent, ils exigeaient publiquement que leur propre fondateur démissionne. Ils l'ont même qualifié de dirigeant totalement hors sol. C'est d'une violence inouïe. Et en parallèle, tu as des fonds d'investissement activistes qui ont commencé à publier des lettres ouvertes pour exiger la vente immédiate de la boîte. Mais c'est le paradoxe tragique du grand entrepreneur, en fait. Le mec aime tellement sa création, il veut tellement pas la lâcher, qu'il est en train de la couler. On a l'équipage qui se mutine pour essayer de redresser la barre avant de percuter l'iceberg final. D'autant que leur grande défense en 2018 contre Vivendi, c'était de dire que l'indépendance préservait la créativité. Ouais, et aujourd'hui, cette indépendance est une camisole de force. Exactement. Et pendant qu'ils se déchirent en interne, t'as des géants avec des poches très très profondes qui regardent ça de près, prêts à bondir. Bon, justement, sortons les calculettes parce que l'horloge tourne. Le rapport dit qu'Ubisoft crame entre 400 et 500 millions d'euros par an. Fin 2025, la dette nette était de 1,15 milliard. C'est gigantesque là. Mais le vrai mur, c'est cette obligation de 675 millions d'euros. C'est un énorme prêt qu'ils doivent rembourser cash d'ici novembre 2027. Et pour couronner le tout, il y a un trou noir financier qui va aspirer tout le marché en mai 2026. Ah, la sortie de GTA 6. Bah oui, GTA 6, ça va aspirer tout le temps et tout l'argent des joueurs de la planète. Face à cette impasse totale, on a le groupe chinois Tencent qui débarque. Alors, Tencent était déjà là, mais ils ont fait un coup de maître en novembre 2025. Ils ont mis 1,16 milliard d'euros pour acheter 25% d'une nouvelle structure appelée Vantage Studios. Attends, c'est quoi ce montage? C'est une holding familiale des Guillemot. Ce montage est brillant parce que ça donne l'oxygène financier dont le fondateur a besoin pour garder le contrôle sans que Tencent rachète la boîte mère publiquement. Ah ouais, donc ils avancent masqués. C'est un peu ça.
Le géant chinois prend une grosse influence tout en évitant de déclencher les alarmes des régulateurs de marché en Europe et aux États-Unis. Donc, si on regarde les options pour la période 2026-2027, la direction dit vouloir se découper en 5 maisons indépendantes pour survivre. Mais soyons honnêtes, en brûlant 500 millions par an avec le mur de la dette qui arrive, la survie autonome, c'est de la science-fiction. Absolument, les analystes sont formels. Il va falloir vendre. Mais vendre à qui à? L'idée d'un rachat par Microsoft, Sony ou Amazon, ça paraît logique. Mais Microsoft vient de galérer pendant des années pour faire valider le rachat d'Activision par les autorités. Ouais, les lois antitrust sont devenues hyper strictes. Donc l'Europe et les États-Unis bloqueraient sûrement un autre méga rachat occidental, ce qui veut dire que Tencent est potentiellement le seul acheteur assis à la table. C'est l'hypothèse numéro 1. Mais là, ça devient une affaire d'État. Laisser le fleuron européen de jeux vidéo passer sous le contrôle total d'une entreprise chinoise soumise à Pékin, c'est un casse-tête politique. L'État français, qui est très à cheval sur sa souveraineté numérique, se retrouve avec un dossier ultra sensible sur les bras. C'est d'une ironie terrible. Yves Guillemot a passé sa vie à protéger l'indépendance de sa boîte. Et aujourd'hui, cette indépendance ne tient qu'au bon vouloir d'un géant chinois qui attend sagement que les caisses se vident pour tout ramasser. C'est l'arroseur arrosé. Ouais, donc pour résumer, l'histoire d'Ubisoft, c'est l'épopée d'une petite boîte bretonne devenue un empire mondial, mais c'est surtout le drame d'une boîte qui s'est asphyxiée toute seule, en essorant ses propres jeux, en cherchant le profit à court terme et en refusant d'écouter les signaux d'alarme de ses joueurs et de ses propres développeurs. Et la grande leçon qu'on en tire, c'est que les succès du passé, c'est jamais une assurance tout risque. Quand une entreprise s'enferme dans ses procédures et tue la prise de risque créative, la facture finit toujours par arriver. L'aveuglement stratégique a un prix et pour eux, l'heure de passer à la caisse a sonné. Et d'ailleurs, pour finir, les sources utilisent le mot de patrimoine culturel pour parler des jeux Ubisoft, et ça m'amène à une réflexion que je trouve assez vertigineuse. Ouais, c'est-à-dire. Ces mondes virtuels, les reconstitutions folles de l'Égypte antique ou de Paris sous la Révolution, c'est le travail d'une vie de milliers d'artistes. Si la boîte fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on débranche les serveurs du jour au lendemain? C'est une excellente question. Avant, un studio de cinéma avait des bobines physiques qu'on pouvait ranger dans un coffre. Mais là, quand tout un univers n'existe que sur les serveurs d'une boîte endettée, qui va s'occuper de préserver notre mémoire culturelle numérique? Que se passe-t-il vraiment quand la prise de courant financière est débranchée? C'est une question qu'on va devoir se poser très sérieusement dans les années à venir. Bref, c'est la fin de cette longue analyse. Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration.